Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de mon podcast. Merci d'être là, merci d'être au rendez-vous. Cette semaine, je reçois l'artiste Miss Me. Artiste, je dis bien artiste, pas street artist, même si elle évolue dans la rue, mais comme c'est une artiste complète, elle fait de la vidéo, prend la parole et tout ça. Fait qu'on on va jaser de ça. Vous allez apprendre à la connaître si vous la connaissez pas. Peut-être que vous la connaissez en fait sans le savoir c'est qui. Vous avez peut-être déjà vu des œuvres dans la rue de Miss Me. On va en jaser, on va démystifier, on va décortiquer un peu son œuvre, puis sa vision, sa pensée et tout ça. Très, très, très intéressant comme épisode. Si vous ne la connaissez pas, je pense que vous allez découvrir quelqu'un de très, très, très pertinente et intéressante. Avant d'aller voir le podcast, je vous rappelle, il y a toujours le Patreon. Si vous voulez vous abonner sur Patreon, c'est toujours apprécié. Et je suis en spectacle avec mon spectacle du cœur au ventre un peu partout au Québec. GuillaumeWagner.com si vous voulez aller checker les dates, dans quelle ville je suis prochainement. Je ne le sais pas tout par cœur. Et qu'on s'en va écouter Miss Me. Let's go! Miss Me, bienvenue à mon podcast. Merci d'être là. Mais merci à toi. C'est un plaisir, un plaisir. En commençant, c'est la première fois quand même là, que j'ai une invitée qui a ça. Qui montre son vrai visage. C'est ça ton vrai visage, c'est ça le concept. Ouais, mais c'est pas tout le monde qui te connaît. J'allais te présenter comme street artist, mais je pense que t'aimes pas ça, ce terme-là. T'es une artiste. Oui, c'est un peu plus... Street artist, c'est un petit peu trop restrictif, je dirais. Ouais. Mais en même temps, ça explique probablement un petit peu la cagoule en ce moment, parce que... Entre autres. Ouais, OK, entre autres. C'est quoi la démarche, en fait? C'est quoi le autre? Ouais, c'est quoi le autre? Puis c'est quoi les trucs Mickey Mouse aussi? Puis en fait, tu peux expliquer un peu la démarche de ça? Je sais que c'est chiant, en fait, quand on est une artiste, d'expliquer le pourquoi, là. Mais quand même, juste pour situer les gens qui te connaissent pas. C'est correct, je vais le faire pour toi. OK, merci. Oui, donc entre autres, oui, c'est vrai que là, il y a une partie qui est logique parce qu'une partie de mon travail se passe dans la rue, beaucoup. Mais pas que, c'est pour ça que j'aime pas qu'on me réduise à ça parce que ce serait pas juste. Donc oui, en tant que personne qui travaille dans la rue, il n'y a pas que moi, la majorité des gens qui s'expriment dans la rue vont pas montrer leur visage. Donc il n'y a rien de très original là-dedans, dans ce genre de pratique-là. Maintenant, quand je dis entre autres, c'est parce qu'il n'y a pas que ça. J'aurais pu l'enlever après, je pourrais aussi... Il y a d'autres manières de faire. Mais en tant que femme, c'était quelque chose qui était important pour moi de cacher mon visage parce que, premièrement, en tant qu'artiste, je trouve que c'est pas du tout nécessaire de voir à quoi je ressemble pour comprendre ce que je fais, qu'on l'apprécie ou on l'aime pas. Mon visage n'apportera rien à ça. Ouais. Tout ce que ça apporte, c'est une autre conversation qui est redondante quand on est une femme artiste, c'est à savoir est-ce qu'on est jolie ou pas. Que les gens vont exprimer leurs opinions sur à quoi on ressemble esthétiquement ou pas. Et c'est insupportable. Et on le fait tous. Je ne suis pas en train de pointer du doigt les gens. On le fait tous. Il y a une espèce de manière sociale classique à ça. Et je voulais pas. Je voulais pas que ça fasse partie de la conversation. J'ai pas envie qu'on ait une opinion sur moi au niveau est-ce que tu me trouves jolie ou pas? Est-ce que tu me trouves attirante ou pas? Est-ce que... Come fuck you. Like this c'est pas relevant, I'm just going to take it out of the conversation. Je vais l'enlever complètement de la conversation. Et puis comme ça, c'est plus simple. On peut parler de mon travail si tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Vas-y, si tu veux me bâcher, au moins tu me clasheras sur mon travail. Y a pas de souci, tu vois. Maintenant, le nez qui vient de mon arrière-grand-père, tu vois ce que je veux dire? On s'en tape, là. Mais c'est vrai que c'est juste pour les femmes qu'on fait ça quand même. Vraiment très particulièrement. On n'est pas en train de juger l'apparence, on c'est regarde moins l'œuvre en premier. important, disons, dans l'appréciation qu'on a ou l'explication du succès ou du non-succès de quelqu'un. Il y a toujours une manière de comprendre quelqu'un socialement quand cette personne est une femme qui aura un rapport avec son corps, plus ou moins. C'est vraiment... Mais c'est quelque chose de très violent en même temps. Je veux dire, recevoir ça tout le temps. C'est super violent et insupportable et lourd. Et puis ça nous force tout le temps à penser à cette partie-là de nous au lieu de se concentrer sur ce qu'on a à dire et ce qu'on veut faire. Beaucoup plus que les hommes. Et surtout dans le monde actuel qui est le règne du selfie et de se montrer, tu penses tout le temps à quoi tu veux avoir l'air, les gens ont une opinion autant sur ça que ce que tu montres, enfin, c'est de plus en plus présent et moi non, je voulais pas, et très honnêtement j'ai de la chance. Je donne toujours l'exemple de Cléopâtre, on passe encore aujourd'hui, on a des documentaires sur à quoi ressemblait Cléopâtre. Ça fait tout le temps partie de... Mais est-ce qu'elle était belle? Est-ce qu'elle était... Tout le temps, c'est encore le cas. On n'a aucune idée de ce qu'elle a fait. Là, on n'arrive pas à expliquer le pouvoir qu'elle a eu durant son temps et l'influence politique qu'elle a réussi à avoir uniquement par le fait que c'était juste une femme
qui avait toutes sortes d'habilités sociales et une compréhension des tensions et de son pouvoir. Non, il fallait que si elle a séduit tous ces gens, si elle a réussi, il fallait que ce soit parce qu'elle était belle, ou si elle n'était pas belle, c'était un truc. Personne ne demande si Marc-Anthony était beau gosse ou si Jules César avait un six-pack. Comme, on se pose pas vraiment la question, tu vois, pas au même niveau. Non. Ouais. Fait que c'est comme... C'est pas nécessaire. C'est vrai que c'est très étrange. Puis j'imagine en même temps aussi, quand tu es toujours réduite à ton apparence, ça influence ton art aussi, j'imagine. Là, tu sais, comme... Moi, mon art est très influencé par mon corps. Ouais, et puis, mais... bon, moi, mon visage... par rapport à ça. Mais mon rapport social au corps et à moi-même, c'est dire... Parce qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, mais tu montes ton corps. Ouais, mais mon corps, ça fait partie de mon travail. J'ai un rapport très conflictuel avec mon corps par rapport à la société, qui est un rapport que beaucoup de femmes ont. Et ça n'a pas vraiment une logique par rapport à quoi on ressemble forcément, c'est un ressenti beaucoup. Et donc je travaille là-dessus beaucoup. Mais le fait, mon visage n'a pas de... le fait de l'avoir enlevé, je suis très contente. Et en plus de ça, socialement, ça me permet de sortir de ma réalité sociale familiale, communautaire, etc. Là, vraiment, je suis juste moi, purement. Je suis pas la fille de, la cousine de cette communauté, de cette culture, comme, à part si moi j'ai envie d'en parler un peu. Sinon, I'm just me. You have to take me outside of all these boxes. Quelque chose de très libérateur, finalement, pour toi. C'est pour ça que je dis que c'est mon vrai visage, quelque part, parce que ça me permet d'être beaucoup plus moi-même. Ouais. Sans avoir à me soucier de tous ces liens qui viennent avec l'apparence, que ce soit la beauté ou le souci de plaire, ou le souci de faire attention à tous les gens qui sont liés à toi par ton identité. Ouais. Et toi, est-ce que tu t'es intéressé au début dans le street art un peu pour ça, pour l'aspect anonymat? Non? Non, moi je suis tombée là-dedans un peu par hasard? Pas par hasard, je l'ai choisi, mais c'était pas réfléchi. OK. C'était pour moi l'expression qui paraissait être la plus libre à laquelle je pouvais penser. C'était de là. Moi, je m'exprimais toujours beaucoup mieux par les images. Et donc, c'était une manière de s'exprimer par les images qui était en dehors des cadres et des manières de faire qui, moi, sont très difficiles pour moi à gérer. Que ce soit... il faut plaire ou il faut complaire à un style ou à une manière de faire ou même ne serait-ce qu'à un canevas, que ce soit une galerie, que ce soit toutes sortes. Ça reste des boîtes dans lesquelles on te fait plus ou moins évoluer. Et la rue me paraissait être beaucoup plus libre de ça. Et c'est pour ça que je suis tombée là-dedans, en fait. Okay. C'est parce que je me suis dit, non, this seems freer. J'ai l'impression de dire fuck you à tout le reste, à toutes les manières conventionnelles de la société que je connaissais, tu vois. C'est très... c'est vraiment une manière de s'exprimer qui demande du guts quand même, tu sais, je veux dire... Puis en réalité, il y a aussi des codes dans la rue. Je les ignorais complètement quand j'ai commencé ça. Je les ai appris, parce qu'il fallait bien. Ah ouais? Mais c'est pour ça que j'ai commencé à m'exprimer de cette manière-là, en fait. Dans la rue, les codes, c'est quoi exactement? Parce que, tu sais, de ce que si tu t'es une femme là-dedans, puis je veux dire, c'est bon, la plupart sont anonymes, mais j'ai l'impression que c'est un peu boys club, le street art. J'ai l'impression quand même, il y a quelque chose de... après, t'as street art, parce que dans la rue, il y a beaucoup de choses qui se passent. T'as ce qu'on appelle street art, qui englobe beaucoup de différentes choses, puis après, t'as le graffiti, qui est différent de ce que je fais. Après, t'as les muralistes, après, tu vois... le fait que je sois une femme, écoute, moi, le truc club, je pourrais pas tellement... Oui, c'est bien plus masculin qu'un milieu, on va dire. Maintenant, moi, je hang out pas avec des gens plus que ça. Moi, je suis un peu seule dans ce que je fais mes trucs de mon côté, seule, tout, tu vois. Ma pratique, elle est pas tout à fait la même que qui que ce soit d'autre, parce que vu que je faisais pas partie d'aucun crew, personne m'a appris rien, j'ai développé une technique toute seule, donc il y a quelque chose où je fais pas partie d'un club, donc je me suis pas sentie oppressée par un club dans lequel j'arrivais pas à évoluer, parce que j'étais seule. Maintenant, oui, c'est un milieu qui est beaucoup plus masculin, mais il y a des filles. Et puis après, c'est un milieu complexe, parce que comme je t'ai dit, il y a différentes choses qui se passent dans le même terrain de jeu, mais on n'est pas du tout les mêmes, puis il y a des tensions entre tous ces Ah ouais? tous ces Tu te sens-tu exclu d'un certain milieu, ou c'est ça que tu veux en même temps? Mais c'est ça, en fait, je me demande s'il y a une solidarité entre ces gens-là. Est-ce que les gens se connaissent, ou plus ou moins, ou c'est assez caché? C'est complexe, parce que comme je t'ai dit, là, genre, c'est sûr que je ne vais pas te parler du milieu du graffiti, parce que c'est pas
même si Non, on c'est a un les peu autre chose. mêmes, on est dans le même endroit, on fait pas Ça la même vient chose. un peu de là en même temps. Oh non? ouais, historiquement, bien évidemment, etc. Et puis tu sais, c'est une tension, il y a une tension entre les deux vraiment réelle. Puis je peux la comprendre. Ah ouais. Qui vient, c'est quoi? Bon, tu dis que tu peux la comprendre, moi je la comprends pas. Je pas. peux la comprendre. Bah, c'est compliqué. Là. Après, c'est mon opinion, mais le graffiti traditionnel était là avant les pratiques comme celles que j'ai ou les autres manières de s'exprimer artistiquement dans la rue. C'était là avant, puis c'est un historique qui est très particulier, et puis qui était de crew, avec des territoires, avec il faut mettre le plus de fois ton nom partout, etc. Ouais, puis il y a des règles, tu peux puis... pas passer par-dessus quelqu'un. Si tu passes par-dessus quelqu'un, c'est une insulte à la personne. Ça, c'est des trucs que tu apprends. Mais après, c'est hyper complexe, parce que t'en as qui ont des gros throw-up, puis après, tu as des petits trucs, tu te dis, bon, mais c'est une tension, tu apprends, puis parfois, tu fais des erreurs, parfois, tu te fais des ennemis, parfois, c'est très complexe. Ah ouais, hein? Ouais. Et puis, le street art est devenu très vite très populaire, et je pense que les gens qui viennent du graffiti, qui faisaient ça de manière très culturelle, avec un besoin d'une culture très underground, quand ils ont vu des gens qui faisaient une pratique un peu différente, qui tout d'un coup avaient un succès très facile, qui était beaucoup plus accepté, alors que eux, pas du tout, alors que ça vient de ce qu'ils font. Et puis, les gens, vu qu'ils comprennent pas le graffiti, ils disent que c'est de la merde, que c'est des connards. Mais quand c'est quelque chose qui plaît plus à un public, ils sont là, oui, c'est génial, ça les frustre. Et puis en plus, je pense qu'il y a toute une partie où les gens, vu qu'ils connaissent rien aux différences, ils associent tout à la même chose. Et donc, ça les énerve, je pense, aussi. Bien sûr, là, je suis en train de parler en leur nom, il faudrait leur demander. Non, je comprends. Mais le fait qu'il y a beaucoup de gens qui font du street art ou qui font des choses qui sont peut-être aussi moins risquées au niveau pénal, ou qui sont plus facilement acceptées, mais qui gardent le côté cool, social. Je comprends. Et je pense que ça les énerve, parce que comme fuck you, tu vois, genre you're not like us, tu fais pas ça depuis 20 ans comme moi. Stealing my thunder, là, Donc il y a plein de trucs comme ça, et c'est des tensions qui existent. Puis après, il y en a sûrement d'autres que je comprends pas et que je connais pas, mais c'est pas toujours évident. Après, il y en a qui sont cool. Moi, je suis pote avec des gars qui font du graffiti, mais je sais qu'il y en a qui sont pas down avec moi du tout, là. Ah ouais. And it's okay. Je veux dire, je peux rien y faire, là. C'est une scène qui est quand même très active encore, le graffiti. À Montréal, ok. Qui... Pareil, c'est pas mon milieu, donc j'ai pas envie de parler pour eux, tu vois. Mais quand même, les gars sont là. Les gars sont là. Mais ça t'est déjà arrivé d'aller mettre tes œuvres par-dessus ces trucs? J'ai fait des conneries, là. Mais comment ça fonctionne? Comment tu peux avoir un retour négatif? Ils viennent, ils défoncent tes trucs. Ah, OK, carrément. Mais ils arrachent tes affaires, puis... ils passent dessus, puis après, ils essaient de trouver tout ce que t'as fait, puis ils les défoncent. Oh, OK, à ce point-là. Ouais. OK. Fait que là, t'es marqué, là, tu sais, ils t'aiment pas. C'est compliqué, là. Ah, ouais. Puis toi, mettons que on passe par-dessus tes trucs, est-ce que tu sais, c'est quoi ta réaction dans ce temps-là? Ça me fait chier. Après, tu sais, ça dépend quoi. Moi, je suis un petit peu plus linéaire, je suis un petit peu plus cool, je pense, que sur ce genre de choses-là, parce que j'ai aussi fait des conneries, etc. Mais c'est sûr que ça me fait chier, là, ça dépend qui. Mais tu sais, quelqu'un qui vient foutre son truc sur toi, t'es comme, what the fuck you doing, you know? Ouais. Comme, tu sais, après, c'est sûr qu'on se divise des canevas qui sont un peu limités, et puis il y a des endroits qui sont mieux que d'autres, donc tu vois, mais... Après, c'est des trucs, quoi. Est-ce que c'est encore beaucoup surveillé par la ville, ça? Est-ce qu'il y a encore... C'est quoi? Comment ça fonctionne? Quand tu te fais pas... Y a-t-il des contraventions? C'est des amendes? Là, on parle d'autre chose. non, mais en fait, je me demande si... J'ai l'impression que c'est vraiment de plus en plus accepté. Puis, en fait, ma question... Non, pas forcément. Non, mais ma question vient du fait que, tu sais, l'aspect irrévérencieux du graffiti, puis tout ça, tu sais, maintenant, il y a le festival mural, la ville donne des murs, puis tout ça, c'est un peu... Ouais, mais c'est parce qu'ils le contrôlent, et puis c'est des muralistes qui sont payés, puis c'est pas tout et n'importe quoi qui est fait. Ça reste de nouveau... Les gens confondent tous ces trucs-là. La ville n'est pas plus cool avec les gars qui font du graphe. Hein. Non, je comprends. Parce qu'à Mural, ils sont pas du tout plus cool que ça. Du tout. D'ailleurs, beaucoup de gars qui font de graphe, il y a toute une partie qui n'aiment pas du tout Mural. Et qui vont aller défoncer les murs. Mais c'est un peu ça ma question, en fait. C'est vu que maintenant, il y a des festivals comme Mural, est-ce que la ville est plus genre comme... Regarde, ça, c'est... Là, t'as le droit. Là, t'as pas le droit. Il y a une espèce d'ouverture d'esprit qui existe, qu'il n'y avait pas avant sur le côté art urbain. Mais vu que les gens comprennent pas... En tout cas, moi, il me semble que les gens qui font en tout cas du graffiti, c'est pas plus accepté que ça, là. Vraiment pas. Il y a personne qui est comme, oh, ça va, il a fait du... Non. OK. Non. C'est ce que je me demandais, en fait. Je pense vraiment pas. C'est logique. Et puis après, moi, je fais pas du graffiti, donc c'est pas la même chose, mais ça va dépendre.
Bref. Mais il y a un aspect quand même, il y a des questions à se poser quand même, je trouve, par rapport à ça, parce que le vandalisme, la propriété privée, puis tout ça, parce que, tu sais, je veux dire, moi, quand je me promène dans la rue, là, c'est public, puis je veux dire, j'ai payé ça avec mes taxes, puis tout ça, puis on m'agresse tout le temps de publicité, genre, Merci, c'est ce que je dis tout le temps, c'est ce que je dis tout le temps. J'ai pas signé pour ça, là. Moi, on m'a jamais demandé mon opinion. C'est ça, mais c'est dans ta face, et vu que ça a été payé, puis que c'est le côté un peu légal du truc, c'est correct. Non, moi, ça me fait chier de voir ta pub de merde et tes trucs dans ma face. Moi, je vais te mettre, parce que moi, j'ai pas les sous, alors je vais faire mon propre truc, puis ça me représente, puis ça me fait du bien en plus. C'est pas pour te vendre quoi que ce soit. C'est parce que j'ai besoin d'exprimer quelque chose qui me fait du bien, et socialement, c'est quelque chose de gratuit, où moi, limite, je paye pour, parce que c'est mon temps, c'est mon argent, tu vois. Mais, et donc, je considère pas que ce que je fais est un problème personnellement. En plus, franchement, vraiment, je considère que c'est beaucoup moins agressant, comme tu dis, que des gros billboards ou des pubs ou bien des espèces de trucs qui viennent sur mon téléphone constamment, comme c'est insupportable. Et vu que c'est dans les chaînes légales, la loi l'accepte, mais ça veut pas dire que moralement ça a plus de sens. Non, je suis d'accord avec toi, je t'aurais pas invité si j'étais pas d'accord quand même, mais non, mais moi, il y a quelque chose de... C'est vrai, tu veux dire, une œuvre artistique que comme tu fais, c'est comme si quelque chose de sincère qui vient d'un endroit qui est vrai. Que t'aimes ou t'aimes pas, au moins, tu sais, moi, il y a une proposition, puis tout ça, puis après ça, je peux juger, puis tout ça, mais la pub, il n'y a rien d'artistique, il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Le but, il est très clair et stupide. Puis, je veux dire, pour moi, ça, c'est vraiment... C'est du vandalisme sur ma personne. Là. Je peux pas accepter ça, mais la loi dit que oui, mais je trouve ça assez particulier quand même. Tu sais, les gens sont très attachés à sa propriété privée. Ça, t'as le droit, ça, t'as pas le droit. La loi, c'est ça. Ça crée des villes aseptisées d'une tristesse où il manque énormément de choses. On a besoin de balance. Et on a besoin de gens qui challengent les choses, c'est important. C'est super important et c'est ça qui fait que les choses sont plus agréables pour tous. Le fait qu'il y a toujours des espèces de zones grises où les gens peuvent se retrouver. Il n'y a pas une balance qui est correcte pour tout le monde, c'est terriblement triste. Les villes qui sont super clean, c'est joli à visiter, mais à vivre, c'est insupportable. Tu fais pas un pet de travers là-bas, comme c'est pas possible. Les villes où il y a un peu de graphe un peu partout, c'est un peu sale. Il y a quelque chose où il y a une espèce de liberté d'être, pour moi en tout cas, qui pour moi est beaucoup plus saine. Donc je pense que ces genres de dialogue-là est important. Le fait qu'il y ait de l'art qui se passe dans la rue, c'est important. Qu'il y ait du graffiti, c'est important. Qu'il y ait tu sais, pas que tout soit des murales nickel, que tout soit... Non, les gens, ça les rassure, ils se trouvent bien là, ils se disent « Oh, t'as vu, en artistique, on a du graffiti. » Comme... Non, c'est pas la même chose. C'est cool, mais c'est pas la même chose. Ce côté un petit peu où... Tu sais, illégal, le côté... Moi, j'utilise le mot vandale tout le temps, mais à la base, c'est un peu une blague, tu vois, parce que je considère pas que je suis une vandale. Mais légalement, oui, ce serait considéré du vandalisme. C'est une blague, tu vois, pour moi. Mais c'est important. C'est important humainement, je pense. Honnêtement. Mais en fait, ma question, quand je te parlais de comme si tu tolérais ou pas, ça venait un peu de ça, parce que en fait, j'aurais aimé entendre qu'à un moment donné, niveau société, on a compris que c'est important d'avoir de l'art puis de tolérer ça. Puis c'est parce que j'étais à Londres il n'y a pas si longtemps, puis il y avait des tours de street art. Là, mais il y en a ici aussi. J'imagine qu'il y en a ici aussi, je ne les ai pas fait. Mais c'est bizarre, je trouve. Mais c'est ça, c'est très étrange, mais en même temps, je trouve que c'est la version bourgeoise là, de l'acceptation de la patate, mais c'est quand même un pas dans... Moi, j'allais dire un pas dans la bonne direction, mais c'est quand même... Tu vois que c'est plus accepté maintenant. Il y a des gens qui font des tours qu'il y a 10 ans auraient fait comme c'est épouvantable ça, mais là maintenant ils se font dire non, ça a beaucoup de valeur. Puis non, je suis d'accord. Moi, je trouve ça étrange, mais je suis d'accord avec ta manière de penser. C'est juste que moi, je suis comme... Ouais. But it's cool. Mais ça fait pas longtemps que c'est ça quand même, que c'est accepté à ce point-là. Ça vient d'où, c'est-tu, avec genre Banksy, c'est à cause de ce genre de truc-là? Banksy, ça fait très longtemps qu'il fait ce qu'il fait. Mais oui, mais c'est ça. Ça fait pas longtemps qu'il est connu mondialement comme il l'est. Mais je pense qu'il y a aussi, à mon avis, il y a aussi le phénomène de Wynwood. Ça a commencé quoi, en 2010, je crois, à Miami. Okay. Et ils ont commencé à faire des murales à Wynwood, à Miami, dans un quartier extrêmement défavorisé, pauvre, etc. Et c'était, en fait, les premières années, c'était pris d'assaut par tous les gens qui faisaient du street. Okay. Et c'était extraordinaire, c'était hyper organique. Aujourd'hui, c'est plus du tout ce que c'est triste, terrible à voir. Ouais. Mais ils ont complètement gentrifié c'est ça. Mais ils l'ont fait mal, tu sais, parce qu'après, tu as des gentrifications qui sont plus ou moins agressives, et là, c'était la plus agressive possible. Maintenant, t'as des nanes, c'est le nouveau... tous les gens qui étaient à South Beach, ils sont à Wynwood. Mais toutes les murales que tu vois, tu trouves ça bien cool, mais ça a été payé par des boîtes. Et encore, il y a même, il y a tout le monde qui va là-bas, il y a même des artistes qui payent pour leurs propres murs. Non, c'est terrible, c'est complètement l'inverse. Il y a des gens qui font ça. Ça a perdu tout le côté wow de comment ça avait
commencé plus organiquement, entre guillemets, même si ça avait été plus ou moins planifié autour des Wynwood War. Mais le problème, c'est que, et du coup, ça a ce côté un peu cool, et j'imagine avec les réseaux sociaux, il y a quelque chose de gigantesque et magnifique, et les gens adorent se prendre en photo là-devant. Ça s'est beaucoup développé, les festivals de murales. Oh, oui, il y en a beaucoup, partout là. dans le monde. Puis le problème, c'est que ça a été malheureusement hyper utilisé par les villes pour gentrifier des quartiers entiers. Parce que c'est une gentrification facile et pas chère. Parce que la majorité des artistes qui font ces murales durant ces festivals se font pas payer beaucoup. OK. Comme vraiment pas. Ils en font des tonnes. Ils sont utilisés finalement un peu plus. Ils se font un peu utiliser dans le sens où après, ça fait monter la valeur de tous ces quartiers-là, mais très facilement. À moindre prix, tu vois ce que je veux dire? Ensuite, après, les gens peuvent plus payer leurs taxes, tout le monde dégage, et là, hop, tout le monde... Mais c'est très rapide. Mais c'est très fascinant quand même quand tu me dis ça, parce que, je veux dire, historiquement, les graphes ou comme l'art... Oui, mais dis-toi bien qu'ils font pas venir des gars... d'évaluer les propriétés privées. Oui, mais c'est pour ça que je te dis que c'est pas pareil, c'est parce que c'est des murales. Non, je comprends, mais tu sais, c'est comme ça vient quand même de là, et là, maintenant, on est rendu là. Mais les murales, si tu regardes, c'est jamais un throw-up, c'est jamais des gars qui font un peu ce qu'ils veulent. Ça, non, ça... Non, ça fait pas monter la valeur. Ça fait pas monter la valeur. En tout cas, si ça le fait, moi, je suis pas au courant, tu vois. Mais il me semble, en tout cas, de mon humble opinion et d'observatrice, c'est pas ça. Et c'est marrant parce que j'avais travaillé quand je suis partie en Italie avec des filles qui font un festival qui s'appelle Cheap. Et c'est le seul festival que je connais qui travaille avec le papier, le postering, et ce que je fais moi. Parce que moi, le truc, c'est que je travaille avec du papier. Donc moi, je fais pas des grandes murales parce que ça dure 1 année, 2 ans max. Ça se détruit avec le temps, mais ce qui fait partie de la pratique qui est intéressant. Et elles faisaient un festival chaque année et ça a été de plus en plus successful. Et quand ça a commencé à devenir elles ont eu le plus de succès, c'est là où elles ont décidé d'arrêter parce qu'elles se sont rendues compte justement que la ville essayait d'utiliser ça pour aller chercher justement les cleaner des quartiers. Elles ont dit non, on ne participera pas à ça. Et donc elles ont arrêté le festival. Et maintenant, elles font juste des projets séparés. Okay. Et on en a discuté, elles ont dit parce que nous on refuse de participer à ça. Fait qu'ils ont arrêté le festival. Elles ont arrêté le festival où c'était le plus haut parce qu'elles sont là où on commençait à avoir le plus d'argent, tout ça. Elles ont dit mais nous on veut pas faire ça, c'est pas pour ça qu'on fait ça. Ils vont nous utiliser. Et c'est ce qui se passe beaucoup. Est-ce que c'est un gros souci au sein des artistes comme se faire récupérer justement parce que... Je sais pas, tu sais, le truc c'est que je suis pas l'artiste la plus sociale du monde, donc je connais pas bien les autres, donc je pourrais pas parler pour eux. Toi c'est quelque chose qui t'inquiète? Moi j'aime pas, mais tu sais parce que la ville est tellement... en même temps, tu sais, je suis pas tellement facile à utiliser, tu vois. Moi, mes sujets sont un peu plus, tu vois. Puis, comme je te dis, ils ont toujours peur que j'ouvre ma gueule, donc ils sont toujours un peu... les gens ont plus peur de me gérer moi que d'autres artistes, disons. Donc, je sais pas, moi, ça m'arrive pas tellement. Même si, en réalité, je suis tout à fait down. Je suis pas aussi folle alliée que les gens pensent, là. Ils pensent que je suis une espèce de bête sauvage qui est... Mais non, tu sais. Mais c'est juste que j'ai l'impression, depuis quelques années quand même, là, j'ai l'impression que la ville se sert des artistes pour se donner une belle image, pour que ça soit beau, puis ça, parce que c'est une ville qui est extrêmement laide, là, je trouve. Là, Montréal, c'est comme pas, il n'y a pas de souci d'architecture, tout est un peu tout croche, puis tout ça. Puis là, d'un coup, on va mettre des murales, là. On va payer des murales sur une coupe de building laid, là, puis bon, c'est beau finalement. Puis c'est cool, mais ça peut être génial. Puis ça peut, je veux dire, par exemple, t'as MUC qui fait ça depuis super longtemps, puis ils vont mettre des murales dans des quartiers un peu de HLM ou des choses comme ça, mais vraiment pour les habitants, pas pour se donner un petit côté cool, parce que de nouveau, c'est pas tellement le fait de faire des murales qui a un problème, c'est génial les murales, c'est magnifique les murales, c'est pourquoi et comment tu le fais. Tu vois, donc il y a des manières de faire il y a des manières de faire des festivals de murales pour revitaliser des quartiers, et ça c'est bien, mais il y en a qui vont l'utiliser pour justement aller virer les gens, très honnêtement. C'est des buts qui sont quasi avoués, tu vois, de temps en temps. Donc le problème, c'est pas les festivals de murales, c'est génial, c'est magnifique. Moi, je trouve que c'est génial d'avoir de l'art partout. C'est pourquoi et comment tu le fais, et pour qui, tu sais. Ouais. Pour qui, c'est très important, le pour qui. Donc, toi, tu travailles avec le papier que tu disais tantôt, que c'est un choix pratique ou c'est un choix réfléchi? Y a-t-il une démarche derrière ça ou c'est vraiment plus pour... c'est plus... j'imagine que quand tu fais ça, faut pas trop que tu niaises dans la rue. Non, ça va, en fait. La réalité, c'est que j'ai commencé à faire ça comme ça parce que je savais pas faire du spray. En fait, j'ai fait ça parce que par défaut. J'étais comme, OK, moi, je sais pas faire du spray. J'en ai vite fait, tu vois, mais
le genre de pièces que je veux faire sont quand même détaillées, etc. J'aurais pas le temps de faire ça dans la rue, mec. Genre, ça, je vais pas me poser comme pendant une heure, ça marche pas, tu vois. Donc du coup, c'était par défaut. Je me suis dit, regarde, je vais les faire, puis je vais les peindre, je vais les coller, tu vois. Et donc c'était plus comme ça que j'ai commencé à faire ça, simplement par manque de technique. Je me suis inventé une technique parce que j'avais un handicap. Ah ouais, ok, que tu considères carrément ça un handicap, mais en même temps, ça peut être une force aussi. Parce que c'était pas le truc traditionnel de la rue, tu vois. Mais ça J'aurais peut être voulu différent quelque part, aussi, je me suis dit, ok, c'est comme ça que tu fais dans la rue, ok, I'll do that, mais je savais pas. Fait comme, like, ok, I'll figure this shit out, tu vois. Mais ça, c'est quand même quelque chose qui me fascine, l'espèce de mural complet, très complexe et détaillé, puis il faut travailler vite, là, quand même, là, tu peux pas... moi, ce que je fais, c'est pas des murals. Hein. Non, mais je comprends, mais ceux qui le font, je sais pas ça comment... dépend, t'as des gars qui sont tellement doués. Moi, je trouve difficile dans les big scale, que, bon, après, j'ai jamais essayé de le faire aussi grand, comme... Il y a des techniques qui se développent, mais de garder tes proportions à si grande échelle, moi, c'est ça qui me fascine le plus, perso. Ouais. Moi, si je peux pas me reculer pour regarder ce que j'ai fait, c'est difficile. Bon, après, il y a toutes sortes de techniques qui existent, mais c'est des gars qui sont super doués quand même. Non, dans les muralistes, il y a des gens qui sont techniquement assez impressionnants, moi, je trouve. Puis il faut travailler vite, là. Tu fais pas ça tu peux pas faire ça en 30 minutes, là, tu sais. Ça dépend. Là, tu es en train de parler de deux choses différentes. Les murales, c'est des murales. Ça, c'est des gens qui sont là pendant 2 jours, à 3 semaines. Tu peux... Ce que moi, je fais, c'est pas des murales. Non, je comprends. Mais tu peux faire, mettons, ceux qui font des... tu peux faire une petite murale moins grande, qui n'est pas un énorme mural sur un building au complet. Là. Tu peux faire un truc plus petit, illégal. Ça se fait, là. Ouais, mais ça, c'est... Moi, j'appellerais pas ça une murale. Là, non, OK. Il y a une distinction entre... pour moi, une murale... c'est légal. C'est un grand... Ouais, pour moi, une murale, c'est un grand mur. C'est un truc plus... Après, c'est moi qui appelle. Tu utilises beaucoup ton corps dans tes papiers et tout ça. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Est-ce que c'est quoi la démarche derrière ça? Moi, je la connais. J'ai lu un peu sur tes trucs, là, mais si tu peux expliquer un peu... J'ai plusieurs pratiques, mais il y en a une qui sont plus mes opinions et les gens que j'aime représenter, que ce soit mes amis ou des gens que j'admire ou des gens que je trouve qui gagnent à être plus vus. Pour toutes sortes de raisons. Puis il y a une pratique qui est plus personnelle et qui est quand je fais mes autoportraits, que ce soit mes selfies ou que ce soit mon corps. C'est une démarche personnelle. C'est une manière de me réapproprier mon corps tel qu'il est dans sa nudité et de décider quand il est sexuel ou pas. Parce qu'on m'a toujours, depuis que je suis adolescente, depuis que j'ai passé la puberté, on m'a tout le temps sexualisée. Et c'est la société qui fait ça. Et ça a été très dur et très lourd pour moi parce que c'était des adultes qui me sexualisaient, parce que c'était l'école, parce que c'était ma famille, c'est ma mère. Et du coup, on te met toujours cette responsabilité qui est tellement lourde du regard et du comportement de tous les autres que tu peux pas maîtriser, puis qui est pas du tout ta faute. Et c'était très compliqué. Moi, je suis quelqu'un qui a quand même des formes. Et j'ai toujours eu des formes. Et de devoir m'habiller, c'était toute une histoire, etc. Et j'étais tout le temps comme... construite dans ma liberté à cause de ça. Et c'était une manière pour moi de dire non. Like, fuck you. This is my breast, this is my ass, this is my thighs. And it's right. C'est juste là, c'est en face de toi, je te le montre. Ouais, je te le montre. Genre, parce que c'est tout des trucs qu'on dit aux jeunes filles qui sont des comme dit Mona Altaoui, c'est des péchés capitaux un petit peu. C'est l'attention, qu'une femme demande de l'attention ou prenne de l'attention, on considère que c'est pas bien, genre elle manque d'humilité ou elle fait ça, tu sais, genre c'est quelque chose qu'on utilise pour dégrader, pour descendre une femme, qu'elle essaie de demander de l'attention, c'est vraiment pas quelque chose qui est valorisé. En plus, quand c'est ton corps à toi, c'est d'autant plus problématique. Si c'était un homme qui me peignait là, et qui me mettait partout, il n'y aurait pas vraiment de problème au niveau artistique, on dirait ah ouais, il travaille sur c'est beau. Une femme qui se met elle-même à poil dans la rue, wow, tu fais ça pour l'attention, t'as besoin d'attention. Ouais, j'ai besoin d'attention, je veux de l'attention, mais je veux pas de l'attention comme toi tu penses. Je veux de l'attention dans le sens où je veux que tu m'écoutes, je veux prendre la place que j'ai à prendre, et je veux que tu m'écoutes en me disant, ça c'est mon corps. Si je veux être sexuelle, c'est pas mon corps qui va te le dire, c'est mon attitude. C'est une attitude, c'est une attitude, la sexualité et la séduction. C'est pas mes seins. C'est pas mon cul. C'est mon attitude vis-à-vis de toi. Jamais on voit un gars
Et il a un truc un petit peu serré sur les fesses, ou bien tu sais, là, les gars qui portent les trucs un peu plus bas, puis t'as le cul qui sort avec leur boxer. On voit tout leur cul, là. Comme c'est comme un décolleté de fesses, là. Jamais quelqu'un dit, ah, lui, il veut qu'on le baise, hein. ouais. Effectivement. Non, on dit jamais ça. On donne la dignité aux hommes de... si le gars est intéressé par toi sexuellement, il va te le faire savoir. C'est lui qui décide, ouais. Il va te le faire sentir. Et c'est considéré normal. Et c'est normal. Pourquoi nous, non? Pourquoi nous, si on a mis un décolleté, c'est pour toi? Déjà, il y a toute une partie de la population féminine qui, n'est pas intéressée aux hommes. Et deux, même si sont intéressés aux hommes, sont vraiment pas forcément intéressés par toi. Ouais. Tu sais? Donc, pourquoi nécessairement, c'est clairement pour le regard général masculin? C'est complètement absurde. Non, c'est fou. Puis là, tu parlais de quand tu étais jeune, puis tout ça, mais tout de suite, c'est très pernicieux. Là, on te fait comprendre ça tout de suite, cette espèce de rapport avec le corps-là qui est, tu sais, je veux dire, quand tu te développes en tant qu'adolescent, puis tout ça, je veux dire, t'as pas nécessairement des réflexions, puis tout ça, on t'envoie ça culturellement, mais c'est très violent finalement, là, comme intégrer ça. Ça doit être difficile de pas l'intégrer, en fait, faut se rebeller de ça, j'imagine. Mais mais c'est difficile parce que souvent, la manière dont on te le fait sentir, c'est par la honte. Ouais. La honte, c'est dur, la honte. Quand on te fait sentir de la honte, ou quand tu ressens tu perçois la honte que quelqu'un a en te regardant. Quand c'est quelqu'un de ta famille, genre. Ouais. Tu sais, ta mère qui te regarde et qui a honte de toi parce que quelqu'un t'a regardé d'une certaine manière, c'est dur, là. Ouais. C'est vachement dur. Puis toi, t'as rien demandé. T'as grandi un petit peu trop vite, alors ta jupe, elle est un petit peu trop courte parce que t'es ado, puis tes seins, ils ont poussé. T'as rien demandé, là. Ouais. Mais le mari de machin, il te regarde depuis tout à l'heure, mais c'est ta faute. Mais c'est fou, ça, quand même. Ce qu'on me dit, dans le fond, c'est hey, quitter, c'est un problème, quand même. Tu sais, gère ton problème. Oui, ton corps que t'as rien demandé. Puis je te dis, je donne toujours l'exemple des filles qui ont des grosses poitrines. Elles ont rien demandé. Mais alors, je peux dire, socialement, elles les portent, hein, leurs seins. Ouais, pas le choix. Je veux dire, c'est comme ça, tout le monde les regarde, et puis ça, c'est sexualisé. Puis elles doivent faire attention à comment elles s'habillent, parce qu'elles peuvent pas mettre le même t-shirt que moi, si elles ont une poitrine jusqu'ici, parce que... Si elles, tu sais, on leur apprend. Après, moi, je pars du principe que si, tu peux mettre la même chose que moi. Mais socialement, ça va être beaucoup plus lourd. Ouais. Fait que c'est une démarche carrément de te réapproprier ton corps. De réapproprier mon corps et de me réapproprier la sexualité. C'est-à-dire que je veux mon corps, mais je veux pas le désexualiser. Je veux pouvoir le sexualiser quand moi je veux. Je suis quelqu'un de très sexuel et j'aime être sexuel. J'aime l'attention, j'aime ma place. Et je considère que j'ai le droit de le faire sans que tu essaies de m'humilier pour ça. Mais on a beaucoup de misère à faire cette distinction-là en société. C'est même un ou l'autre, en fait. Là, puis je te dis, c'est vraiment... J'essaie toujours de le rappeler, c'est pas une guerre des genres. Non, je comprends. Le patriarcat, c'est une mentalité, ok? Et moi, tout le travail que je fais à la base, c'est parce que j'essaie de me défaire de ça, moi. Parce que c'est tout des voix qui sont à l'intérieur de moi. J'ai même pas besoin des gens à l'extérieur, quelque part, parce que j'ai tellement intégré à travers mon enfance que c'est dans ma tête. Donc j'essaie toujours de me sortir de ça parce que c'est pas évident déjà pour moi. Et j'y pense tout le temps et j'y travaille. Donc les gens, c'est encore plus difficile quand ils pensent pas ou quand t'as jamais fait la démarche de peut-être remettre en question, tu sais. Ouais. Donc c'est tout ce dialogue-là que j'ai en public, en fait. Ouais. J'ai un dialogue intérieur en public. Ouais. Mais ça me fait penser, comme on parlait de vandalisme tantôt, puis qu'on parlait que la pub, là, c'est un certain vandalisme. Je veux dire, c'est ça les idées qui nous mettent en tête. Là. C'est ça culturellement qu'on est toujours en train d'intégrer là, par rapport au corps de la femme. C'est très... sont beaucoup là-dedans. Fait que, mais je trouve ça doublement intéressant que tu te serves justement de la rue là, pour passer ce message-là. Je trouve ça hyper important. Très cool. Bravo, merci. Félicitations. L'autre partie de ton travail, tu en parlais tantôt, comme remettre un peu à l'avant des figures féminines que tu considères qui n'ont pas nécessairement sont pas nécessairement assez reconnues, qui n'ont pas nécessairement assez l'attention que tu penses qu'elles mériteraient. Est-ce que je me trompe? Ouais, non, si, c'est ça. C'est plein de trucs. Après, ça passe par plein de trucs qui me plaisent. Moi, après, l'avantage, tu sais, souvent les gens me disent, mais pourquoi t'as fait ça? Ou pourquoi t'as fait cette personne et pas cette autre personne? Ouais, non, mais ça, là, c'est parce que j'avais envie. Genre, parce que je considère pas que je représente un truc moral général. Non, je représente que moi. C'est des gens que j'aime. Il y a des gens qui me parlent plus que d'autres, même si tu peux avoir un point excellent en disant, mais cette personne a été tellement importante. Ouais, mais moi, je connais pas vraiment, donc ça me dit rien. Tu sais, genre, très honnêtement, like, it's down to that. Donc, il y a des gens que j'aime honorer parce que je considère que je les vois pas assez à l'extérieur autour de moi, tu sais, personnellement. Donc, je les mets là parce que je considère que voilà. Et puis, des gens, puis des opinions, tu sais. Qui est-ce que tu considères qu'on n'entend pas assez? C'est qui qu'on voit dans tes œuvres le plus souvent?
Bah après, ça dépend. Hein, genre, là, ces derniers temps, j'ai commencé à dessiner mes amies. Tes amies, carrément, OK. Ouais, c'est des femmes que je trouve belles au sens vrai du terme. C'est-à-dire que c'est des femmes que je connais de l'intérieur et qui elles se sont construites et qui elles sont. Et par rapport à leur passé, etc., leur manière de naviguer la société, je les trouve vraiment belles. Donc, je les dessine parce que je les aime. Très cool. Et puis, c'est des femmes, pour certaines, qui sont aussi des femmes noires ou... là, mon amie que je suis en train de dessiner maintenant, elle est péruvienne, marocaine. Enfin bref, des visages qu'on a moins l'habitude de voir, on va dire, plutôt. Okay. Donc ça, il y a quelque chose que je trouve cool. Pareil, moi, j'aime bien jouer le balance. J'aime bien... Je suis pas en train d'essayer d'imposer une autre monotonie. Je suis en train de dire, non, on peut ajouter plein de trucs à tout ça, s'il vous plaît. Donc il y a ça. Après, il y a des femmes que j'admire et que je trouve... On en parle, mais il me semble que visuellement, on ne les voit pas assez dans nos sociétés pop, parce que, je veux dire, mon travail s'inscrit quand même dans le monde de la pop culture in a way, parce que c'est dans la rue, donc c'est très accessible dans ce sens-là, parce que c'est des gens qui sont accessibles si tu connais certains milieux intellectuels ou tout ça, mais tu ne les vois pas forcément, ils sont pas cool, ils sont pas dans le milieu cool, tu vois. Donc après, c'est des séries que j'appelle Aspire to Inspire. Tu sais, là, je viens de dessiner aussi Nadia Mourad. Elle a gagné le prix Nobel de la paix. J'étais tellement contente quand elle a gagné le prix Nobel de la paix. Je la suis depuis longtemps et je la trouve bluffante, cette femme. J'arrive pas à la décrire tellement elle m'impressionne. Parlons-en justement, parce que moi je connais pas. Tu sais, je veux dire, il y a Nadia Mourad, donc les j'ai vu ça passer, mais je veux dire, je connais pas pourquoi en fait qu'elle a gagné ça. Fais ta recherche, je te jure, elle est bluffante. Elle et c'est le docteur Mukwege qui a gagné. Je crois que ça se dit comme ça. Mon Dieu. C'est un double prix Nobel. Ouais, ben c'est pas ça qu'il y a eu. La nouvelle qui est passée, c'était comme on nommait son nom et sa femme. On disait lui et sa femme. Non. Ok, excuse-moi, je me trompe. Non, ils ont rien à voir. Elle est yazidi. Elle a fui la guerre Irak-Syrie. Elle a été... les yazidis ont été persécutés par le ISIS. OK. L'Islamic State, comment on dit ça en français là, l'État islamique, les trous du cul, fils de pute, tout ce que tu veux là. Il y a beaucoup insert your insult there. Et ils sont particulièrement pris aux minorités religieuses, dont les yazidis, qui sont là-bas depuis toujours. Et elle est yazidi, donc ils les ont massacrés et ils en ont aussi surtout fait des esclaves sexuels. Et donc non, mais c'est d'une violence inimaginable. Hein. Elle a été vendue. Donc ils les vendent. Elle a été vendue, je crois, 3 fois. Enfin, faut faire des recherches exactement. Je vais pas dire de bêtises. Je vais pas commencer à mal raconter son histoire, mais elle a été esclave sexuelle et elle a réussi à s'enfuir. Et sa famille a été tuée. Enfin, genre une horreur. Genre une horreur. C'était une femme comme nous tous et qui avait une vie qui voulait être, je crois qu'elle voulait être esthéticienne ou je sais pas quoi. Et elle a fini par être vendue et elle était esclave sexuelle à droite, à gauche. J'aime pas au courant qu'ils faisaient ça. Bref, terrible. Donc non seulement elle a réussi à s'enfuir, mais elle est devenue... elle n'a pas fermé sa gueule, en fait. Elle en a parlé. Elle en a parlé. Elle en a parlé. Et elle parle de son peuple. Et elle parle de ce qui s'est passé. Parce que elle a vécu des choses tellement terribles que tu te dirais, la honte te fait... te renfermer sur toi-même, que ce soit pour toi-même tes émotions, mais même par rapport aux autres, c'est terrible, tu sais, et puis Dieu sait que ce serait normal. Mais elle n'a pas fait, elle a parlé. Et elle en a parlé, est devenue une avocate très, très vocale de ça. Elle a beaucoup parlé, elle avait gagné plusieurs d'autres prix à ça. Elle a été parlée à l'ONU, elle a été parlée à des dignitaires. Elle est partie sur le terrain, elle a été parlée à des gens sur le terrain. Enfin, c'est impressionnant. Et elle a gagné le prix Nobel de la paix avec Dr Mukwege. Bravo. Mais moi, j'aime bien dessiner les femmes. Donc lui, je le trouve extraordinaire, mais je dessine pas beaucoup. J'en ai dessiné, mais je sais pas, c'est moins mon délire. Tu viens de me faire connaître quelqu'un, le fait que c'est le travail est nécessaire, est intéressant. Je pense que tu dessiné Nina Simone aussi. Ouais, parce que je l'aime. En fait, je chantais avant. Je chantais beaucoup et je chantais le jazz. Donc j'ai dessiné beaucoup d'artistes que j'écoute depuis toujours, en fait. Mais elle, son histoire, c'est quand même fascinant. Là, mais beaucoup de ces gens, en fait, beaucoup de ces artistes, en tout cas au niveau du jazz, même si elle disait qu'elle faisait pas du jazz, mais elle faisait du black classical music.
beaucoup de ces artistes, même les artistes avant elle, tu sais, que ce soit Billie Holiday, Billie Holiday, tout ça, tu sais, les gens, ils glamourisent ça, mais c'est ça, ils glamourisent cette période et ces artistes-là, mais je trouve ça limite insultant parce que leur vie était vraiment difficile et ils ont passé vraiment des étapes compliquées, ils étaient dans un milieu et une réalité politique qui était extrêmement oppressante, on s'entend la ségrégation moyen, quoi. Non, c'est incroyable. Moi, j'ai écouté un podcast justement sur Billie Holiday, on parlait de... La go, c'est une guerrière, là, c'est pas juste une fille qui chante bien avec... Le gouvernement voulait la tuer, là, tu sais, je veux dire, c'est une époque, c'est hardcore, là, tu sais, puis on en parle... Moi, je pouvais pas croire en écoutant ça, comment ça je viens d'apprendre ça, là? C'est la première qui a chanté Strange Fruit. Oui, exact. Pas rien, cette chanson-là, c'est un poème, là. Puis elle l'a fait toute sa vie jusqu'à la fin, même si le gouvernement voulait rien savoir. Cette femme qui avait une belle voix avec une fleur dans les cheveux. Ben, moi aussi, c'était ça, là, l'image que j'avais. She's so much more than that. Ouais, non, mais c'est ça. Mais Nina Simone aussi, là, ça n'a pas été facile, sa vie, là, ces femmes-là là, qui avaient du guts. J'ai dessiné aussi Sarah Vaughan dans mes tout premiers. Sarah Vaughan non plus, pas évident, tu sais. Vraiment pas évident. Puis c'est une chanteuse extraordinaire. T'sais. Ouais. Mais en même temps, je dis c'est une autre époque. Je sais qu'il y a des struggles aussi en ce moment qui sont... Ouais, bon, la ségrégation, c'était quand même d'une violence terrible. On s'entend que c'est loin d'être réglé, mais... Ouais. Non, c'est ça, c'est une autre réalité. Là, mais c'était la réalité de cette musique-là aussi. Donc, tu vois, moi, je trouve que c'est toujours assez important de garder les choses dans leur contexte pour mieux la comprendre et mieux l'apprécier. Ouais. Et je trouve ça presque insultant, mais après, c'est pas à moi de décider ce qui est insultant ou pas, mais d'enlever tout ça et juste de garder le côté glamour. Je trouve ça, en fait, je trouve ça trop facile et pas juste, voilà, je dirais plutôt. Ouais. On nettoie le passé, on regarde ce qui est cute, puis on l'affiche, puis tout ça. Ouais. Je sais pas, après, ça, c'est personnel. Ouais. Faut apprécier quand même mais du le coup, travail qui c'est ça, était fait. Là, comme quand j'avais dessiné Billie, ça c'était dans mes tout premiers trucs. Là. Okay. Elle tient un scroll parce que c'est avec le corps de la Vierge Marie, je crois que je l'avais fait, un truc comme ça. Et j'ai mis les premières paroles de Strange Fruit dessus. Okay. Tu sais, Nina, j'ai mis genre des points de civil rights, des trucs comme ça. Tu sais, des détails que j'ai rajoutés parce que pour moi, c'est extrêmement important pour comprendre ce qu'est leur art, en fait. Ouais. Mais le stand que ces femmes-là ont pris aussi, c'est important de le rappeler parce que nous aussi, on voit, moi, la musique est bonne, puis tout ça, puis je l'apprécie, puis tout ça, mais non, mais ça a gâché leur vie, là. Ça a gâché leur vie carrément, tu sais. Billie Holiday est morte d'une overdose. Comme puis on sait pas trop. Ouais, c'est quand même louche, là, quand même, tout ça, là. Mais ouais, il y a beaucoup de théories, tout ça. Mais puis Nina Simone aussi, je veux dire, il y a un moment de sa vie extrêmement épouvantable. Il y a une espèce de revival à la fin, là, mais c'est des vies qui ont été rough, là. Puis on dirait enfin, bref, ouais. C'était, ouais. Mais c'est parce qu'il faut le reconnaître, ça aussi. Tu sais, on aime juste garder ce qui est beau, ce qui est cute, ce qui est slick, puis dire ah ouais, non, c'était pas facile. Mais non, tu sais, en tant que société, là, on a gâché des vies parce qu'on n'était pas capable de prendre ce qui était dit. Ouais. Puis je pense qu'il faut s'en rappeler pour des œuvres d'art aujourd'hui, là aussi, des fois que les gens ont de la misère à prendre, la prise de parole. Ouais, s'en rappeler. L'art, c'est pas quelque chose de forcément joli, ça vient d'une émotion en général. Puis les émotions, souvent, elles sont compliquées. Ouais. Et parfois, dans ces cas-là, elles font partie d'une réalité sociale et politique qui demande à être vue et questionnée. Tu sais. Ouais. Mais c'est pour ça que, tu sais, tantôt, on parlait de récupération, mais moi, je trouve qu'il y a une réflexion, justement, quand ton art est récupéré, en tout cas, personnellement, la première réflexion que j'aurais, c'est comme, je le fais-tu comme faux? Je voudrais plus les déranger, ces gens-là qui me récupèrent puis qui trouvent ça... C'est qu'ils me trouvent pas menaçant, dans le fond, là, tu sais, si... tu comprends ce que je veux dire? Après, ça dépend. C'est aussi, il me semble, comme on disait un peu tout à l'heure, je trouve qu'on est en ce moment dans un moment où tout le monde est un petit peu trop sensible, je dirais. Ouais. Et se permet de clasher les gens sans leur donner la permission de s'excuser ou apprendre de leurs erreurs, qui pour moi est primordial. Mm-hmm. Mais je pense que ça va se rebalancer. Je pense qu'on est dans le moment où on est en train de justement se checker à fond pour essayer de peut-être être un petit peu plus juste par la suite, parce que la manière dont on fonctionne maintenant, c'est qu'on permet à personne d'avoir fait des erreurs par le passé ou même d'en faire maintenant. Ce qui est important, c'est d'apprendre de ses erreurs. On n'est pas né parfait. Dieu sait qu'on n'est pas né parfait. Ouais. Donc, partant de ce principe-là, c'est sûr qu'on va faire des conneries. Si tu laisses pas aux gens faire ou dire des conneries, les gens vont plus oser rien faire. Et là, on perd beaucoup et on laisse juste les extrêmes parler pour nous. Non, je suis d'accord.
Donc... Ouais, puis tu sais, je veux dire, quelqu'un qui dit une connerie, des fois... Il faut juste se poser les bonnes questions, je pense, puis discuter, puis être assez humble pour dire est-ce que j'ai fait une connerie ou pas, tu sais. On en fait tous, là, moi j'en fais, et puis j'en fais. Ouais, ben, tu sais, une connerie aussi, c'est l'occasion de discuter, mais c'est ça, c'est une affaire qu'on perd, je trouve, là. Tu sais, quand quelqu'un dit un truc que t'es pas d'accord, tu sais, c'est une occasion d'avoir un dialogue, puis tout ça, puis d'approfondir cette affaire-là, puis pourquoi cette personne-là pense ça, puis comment on est rendu là, tu sais. Mais on est toujours dans le... J'aime pas la culture de la censure, quand même, là. Il y a beaucoup ça, là, non, il y a trop, c'est trop extrême, je suis d'accord. Ouais. Je trouve que ça part de quelque chose de nécessaire parce qu'il y a des choses à gérer, mais c'est parti trop loin en ce qui me concerne. C'est pour ça que je te dis, je pense que ça va se réajuster un peu. Puis en plus, après, ça dépend qui. Il y a des gens qui ont le droit de tout dire, puis rien leur arrive. Il y a des gens qui disent un petit truc et c'est la catastrophe, ils n'ont plus de vie et plus de carrière. Enfin, c'est un peu étrange parfois, mais ce qui est important, je pense, c'est d'avoir la bonne attitude, et que ce soit la personne qui a dit une connerie ou que ce soit le public aussi qui, comme je te dis, qui autorise les gens à faire des conneries et qui leur disent « Ok, est-ce que tu as appris de ta connerie ?» C'est important, bordel. Ouais, mais ça prend de l'humilité, puis ça prend... des deux côtés, l'humanité, en fait, tout court. Mais je parlais de récupération tantôt. Non, mais je me posais quand même la question par rapport à ça. On a parlé un peu de Banksy, puis ça, c'est quelqu'un qui a quand même été finalement un peu récupéré. Là. Je veux dire, ça fait des fortunes, ces œuvres. Là, mais lui, il en joue beaucoup, en fait. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il continue à en jouer. Quoi. Ouais, ben c'est ça, mais il joue avec ces codes-là. Moi, j'aime beaucoup, mais en même temps, je me pose quand même des questions par rapport à ça. Moi, j'aime ce qu'il dit souvent. Il y a des trucs qu'il a fait que je trouve vraiment là, qui portent à réflexion. Puis après ça, t'as des gens extrêmement riches qui achètent ces œuvres-là, puis ça, tu fais comme, ben, est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Ouais, mais en même temps, je veux dire, tu pourras jamais... Ils s'en foutent, parce que les gars qui achètent ça, souvent, des gens qui vont acheter que ce soit des œuvres d'art, que ce soit Enfin, souvent. Il y a une partie de la population, quand ils achètent des œuvres d'art, des vêtements, des marques, t'achètes... une notoriété, t'achètes le fait d'être cool, t'achètes tu essaies de te construire socialement avec ça aussi, right? On le fait tous à un moindre niveau d'ailleurs, tu sais. Tu t'associes à certaines marques parce que t'aimes ce que la marque dégage ou ce que ça va dire de toi. Mais les gens qui achètent de l'art, il y en a qui c'est vraiment parce qu'ils le comprennent, mais il y en a qui le comprennent, mais c'est aussi parce qu'ils se disent ça c'est cool. Puis il y en a aussi des art collectors, il faut pas l'oublier, c'est un investissement financier aussi. Hein. Ça, c'est de la spéculation. Ouais, mais ça fait partie du marché de l'art, c'est correct. Si ce serait pas l'art, ce serait autre chose, puis c'est plein de trucs, puis en même temps, tu peux pas tellement fight ça. Ouais, je comprends, mais ça te fait pas capoter ça, genre qu'on peut spéculer sur ton art, que des gens fassent comme, OK, ça, c'est la société qui est comme ça, c'est pas tellement... Non, c'est pas de ta faute, là, mais il y a quand même de quoi de weird. Ouais, mais weird. c'est-à-dire que si tu voulais remettre ça en cause, il me semble que ce serait pas, tu sais, pas juste l'art, ce serait tout. Ouais. Notre système financier, c'est ça. Le fait que la monnaie ou des économies vont bien ou mal, c'est parce que c'est basé sur rien aujourd'hui. C'est dans les années 70 ou je sais plus quoi, où ils ont arrêté de baser ça sur l'or. Avant, c'était basé sur l'or que chaque pays avait en banque, etc. Aujourd'hui, plus, c'est basé sur rien, sur la confiance. Les marchés financiers sont basés sur la confiance, et même pas sur la confiance, sur ce que les gens pensent qu'ils vont avoir comme confiance dans les marchés. Donc là, tu échanges. Là, les gens vont perdre confiance. C'est un truc de malade. Notre société entière est basée sur du vent, mec. Ah, c'est incroyable. On n'imprime même pas notre propre monnaie. C'est des banques privées qui impriment notre monnaie. On n'est même pas cette indépendance-là depuis, je pense, les années 70, je sais pas trop. Mais ouais, c'est quand même c'est un système qui a carrément perdu le contrôle puis qui est en train de crash and burn. Puis je peux pas dire que ça me fait pas plaisir. La seule manière que ça reste, c'est justement que tu gardes ce côté confiance. Parce que la seconde où tout le monde a lâché la confiance, il n'y a plus d'économie. Ouais. On devrait se faire une économie on the side, puis tous se faire confiance là-dedans, puis juste laisser... Let's do this, man! Mais c'est fou, là, c'est un monstre, l'histoire. Donc c'est pas juste l'art et les gens qui spéculent, c'est vraiment tout le système entier de notre société actuelle. Il est basé... Mais je suis sûr, puis ça a l'air niaiseux ce que je viens de dire, mais ça existe pour vrai. Comme il y a des villages, des quartiers qui impriment leur propre monnaie, puis ils se font confiance avec ça, puis c'est une espèce de monnaie à l'intérieur de la monnaie, puis ça vaut de quoi parce qu'on décide que ça vaut de quoi, mais ça vaut rien ce qu'on a, là. On possède des dettes dans nos poches, là. C'est assez fascinant. C'est bizarre, hein? Mais ouais, toi, c'est quelque chose qui... Tu sais, parce que toi, tu viens de la rue, puis tout ça, puis tu faisais pas ça pour l'argent. Je viens de la rue, on va se calmer là. Genre, non, je viens de la rue, mon travail a commencé. Je viens de la rue. Les gens vont être comme, si tu racontes, je suis comme, non, je viens pas de la rue. Je voulais pas dire dans ce sens-là, mais ton art, t'as commencé dans la rue, puis... Je suis née au coin machin et machin. Ouais. Non, t'es pas dans le sens que tu t'as fait la rue ou que tu vendais de la drogue, puis tout ça, mais dans le sens que ton art était dans la rue, puis tu faisais ça pour t'exprimer, puis tout ça, puis là, à un moment donné... il y a l'aspect financier. Je veux dire, on veut tous vivre, là. Il y a des réalités financières. Comment
tu as réussi à faire le switch? Comment tu as réussi à vivre de ton art finalement? J'imagine que toi, tu faisais ça de manière bien organique. Puis, J'ai eu de la chance. Ah ouais? J'ai eu de la chance parce que j'ai commencé à le faire sans me poser aucune question. Okay. Je l'ai fait parce que j'avais besoin de le faire. J'ai quitté mon travail, j'ai tout quitté. Et j'ai commencé à faire ça de manière maniaque. C'était vraiment une thérapie. T'étais en pub, toi, me semble. Ouais. Ah ouais. Ouais, j'ai reçu la rappeuse Naya Ali, qui elle aussi faisait de la pub avant, puis à un moment donné, a tout lâché. Non, puis j'avais un bon poste. J'avais le dream job, là, mec. Genre, j'étais cool. Là. Ça me fait capoter quand même de penser à ça, qu'il y a probablement beaucoup de grands artistes qui, en ce moment, ils sont au service de ça. Il y en a beaucoup. Mais c'est parce qu'ils n'osent pas faire le switch, parce qu'il y a un vrai risque financier. Ben oui. Mais moi, j'étais à un tel point émotionnellement et mentalement que je me suis pas posé la question. J'étais comme, si je veux survivre, si je veux pas mourir et m'éteindre complètement, j'ai pas le choix. Donc, je l'ai fait. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais aussi dans une situation... où je pouvais vivre avec très peu de choses. J'avais pas une dette de malade, j'avais pas une hypothèque de malade, moi, je fais pas de drogue, je bois pas, tu vois, j'étais correct, tu vois, j'ai plein de trucs comme ça, j'ai pas d'enfant à charge, j'ai pas... j'étais aussi dans une situation qui fait que j'avais pas besoin d'énormément d'argent pour tenir le coup, mais assez vite, en fait... je me suis zéro posé de questions. Puis quand finalement j'ai commencé à avoir besoin d'argent, finalement il y a des trucs qui se sont proposés, puis c'était correct. Donc, j'ai réussi à faire de l'argent à droite à gauche, que ce soit avec des commissions, que ce soit j'ai enseigné, que ce soit des speeches, que ce soit plein de trucs super random là. J'ai fait mes t-shirts aussi, tu sais, genre j'ai fait mon merch. Très cool. C'est pas beaucoup, mais tu sais, ça te ramène des trucs ici et là. Qui font que je suis restée correcte. J'ai pas fait de l'argent, hein, mais je me suis pas foutue dans une merde noire. Mais la vérité, c'est que même si ça m'avait foutu dans une merde noire, je me serais pas arrêtée parce que j'avais besoin de survivre moi d'abord, avant de penser à mes finances. Mais c'est très beau ça. C'est pas tout le monde qui ose se mettre en avant en premier. Mais c'est même pas osé parce que j'avais pas le choix. Ouais. Sérieux, moi je dis toujours que les gens me disent t'es courageuse. J'étais pas courageuse. Parce que le courage, c'est d'avoir conscience du danger et d'y aller quand même. Les gens qui n'ont pas conscience du danger, ce pas des gens courageux. Toi, tu les trouves courageux parce que tu as conscience du danger. Mais si tu n'as pas conscience du danger, tu n'es pas courageux. Ouais. J'avais pas conscience de ça. Pour moi, c'était juste, il n'y a pas d'autre choix. Ouais. Donc, c'est pas de la... Tu comprends? Je comprends ce que tu veux dire. Mais j'ai l'impression quand même que... peut-être que les gens qui font pas le move, c'est qu'ils ont conscience que ça non, va être tu peux faire le move et avoir conscience, et là, t'es courageux. Moi, j'ai fait le move, mais je me suis zéro posé de questions parce que j'avais pas la place de me poser des questions dans ma tête. Voilà. Mais c'est peut-être que toi, justement, tu t'es pas laissé... en même temps, quand tu y penses, tu le réalises, le danger. Là, mais j'imagine que toi, ton cerveau refusait ça, puis on allait juste dans une direction, puis c'est un besoin vital, nécessaire et instinctif. Là. Mais bravo d'avoir fait ce move-là. La pub, c'était quelque chose qui était difficile pour toi? Ton âme est en train de se dessécher? Ou... Ouais. Mais j'ai pas je suis pas fâchée, je suis partie en bon terme, tout ça. C'était juste pas pour toi? Ça, comme tu disais, mon âme se desséchait, j'étais en train de mourir. J'étais plus moi-même, je savais plus qui j'étais pas fière de ce que je faisais tous les jours. C'était complètement en décalage avec mes valeurs. Et j'ai pris vraiment conscience, en fait, de l'importance de ma vie. C'était vraiment un truc comme ça, hein, je te jure. J'ai pris une espèce de conscience de l'importance de ma vie, de tous les jours et de chaque heure qui m'est donnée, qui me sera jamais redonnée. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec ces heures qui me sont offertes? Je fais ça? Non, je veux plus faire ça. Je veux faire ce que je pense est juste, ce que je pense a du sens dans mon cœur, dans mes valeurs, et je vais le faire à 100%. Et comme ça, si je meurs demain, j'aurai aucun regret. Wow, c'est vraiment beau, en fait. C'est expliqué comme ça. Non, mais je trouve que c'est vraiment un message important parce qu'il y a beaucoup de gens en ce moment là, qui sont coincés dans des jobs qui sont en train de les rendre fous. Là. Des gens sur les antidépresseurs, puis tout ça. Puis ils se disent, j'imagine que c'est ça la vie, j'ai pas vraiment le choix. Puis c'est ça, le poids est de plus en plus lourd. Puis à un moment donné, ils font juste s'effondrer. Puis faites ce move-là. Ouais, non, ça vaut la peine. C'est sûr que après c'est ça, c'est que tu fais tes balances. Tant que ton comment on dit, ton niveau de vie et tout ce que ton confort est plus fort que ce qui va pas bien, tu tiens le coup. Ouais. Mais
comme il est là en fait. Et souvent les gens vont rester parce ils pensent qu'ils ont besoin de ce confort ou de cette maison, de ce niveau de vie ou de ces restaurants et de ces vêtements et de ces, tu vois. Et puis donc ça les fait souvent, c'est ça qui les fait tenir. Ou après t'as malheureusement des situations où t'as des enfants à charge, des choses, et là c'est très compliqué, mais il y a des manières de gérer. La vérité c'est qu'on est quand même dans une société où tu peux trouver des jobs où tu vas... Bon, après, c'est sûr que tu dois... Hein, something's gotta go. Hein, genre, tu vas plus avoir ton appart ou tu vas plus avoir ça, mais tu peux gérer certains trucs et tu peux essayer de te reconstruire et tout ça. Mais ça, le confort, c'est un bon point. Les gens deviennent accros au confort. On devient accro. C'est comme si c'est une drogue, là, carrément, le confort. Là. Quand tu goûtes au confort, il y a beaucoup de gens qui sont incapables de... On n'est pas capable de step down. C'est liberticide à fond, en fait, tu te rends compte. Puis je suis pas en train de critiquer les gens, hein, parce que, je veux dire... moi je me suis pas retrouvée à la rue, donc j'ai quand même réussi à garder un certain confort. Je l'ai juste pas calculé, puis je pense que j'aurais été correct de le lâcher. C'est pour ça que je l'ai fait. J'étais capable de dire je m'en fous. J'ai eu la chance de pas avoir à le faire, et ça je sais que c'est une chance folle, mais c'était ça par contre j'aurais pu vraiment me prendre plein la gueule. Mais c'est un piège parce que en fait souvent tu sais quand tu lâches tout, ou tu lâches ton confort, ou tu fais un truc que tu penses qui était terrible, puis tu le fais, puis tout d'un coup tu te rends compte que tu survis, t'es comme waouh, je suis beaucoup plus libre que je pensais. Et souvent ces choses-là, que ce soit le confort, ou que ce soit parfois même socialement, la personne que tu penses que tu dois être. Tu es ce genre de personne qui a ce genre de personnalité qui ressemble à ça, qui est toujours à... Tu sais, au niveau physique ou de ta manière de te comporter, ou tu es la personne qui boit, ou tu es la personne qui... Et parfois, tu ne te permets pas d'essayer d'exprimer d'autres facettes de ta personnalité, et ça te coince. Tout ça, c'est des... Tu penses que c'est bien et que ça te libère et que tu as une certaine maîtrise, mais souvent, c'est liberticide, en fait, d'un autre côté. Quand tu fais ces moves-là, quand tu prends ces risques-là, c'est ça qui nourrit ton âme, en fait. Là. C'est pas de ça te permettre, tu sais, genre de te tatouer, de te couper les cheveux, de changer de boulot, d'arrêter de boire. J'ai des trucs où socialement les gens vont être là, bah là, est-ce que t'es vraiment toi-même? Petit calme, la vie c'est court, gang. Essayez des affaires, soyez vous-même. Parce que c'est ça, ça dure pas éternellement. Moi, je trouve ça intéressant, par exemple, que t'as fait de la pub, parce que moi, c'est quelque chose qui me fascine quand même, la publicité, parce que ça prend des qualités artistiques pour faire ça. Il y a beaucoup d'artistes là-dedans. Puis souvent, j'entends des gens qui font de la pub, puis ils se défendent en disant non, mais c'est quand même de l'art, ça, au travers de tout ça. T'sais. Je trouve ça fascinant quand même qu'il y ait ça doit être vraiment difficile, en fait. Toi, t'avais-tu des amis? Non, c'est parce que ça peut être... Pour certains, ça marche, tu sais. Ça reste que c'est... Moi, je pensais que j'avais vraiment trouvé la balance parfaite entre avoir un boulot stable, faire plaisir à mes parents et à ma culture et à ma communauté, et être capable de faire des trucs qui étaient comme des expressions visuelles et artistiques, etc. Parce que c'est une forme d'habilité artistique, ou en tout cas c'est une forme de... C'est créatif, c'est créatif. Bon, et le côté créatif, c'est super stimulant intellectuellement, puis tu fais des choses qui sont cool et qui te plaisent à l'œil, puis qui viennent te chercher des émotions, et ça peut être très cool. Maintenant, parfois tu tombes sur des clients où tu tombes sur où on t'empêche de faire plein de trucs, ou bien tu es obligé de vendre un truc que tu n'as pas envie de vendre. Au bout du compte, on s'entend que tu vends des choses quand tu fais de la publicité. Ça doit arriver souvent. Tu charmes les gens. La publicité, tu charmes les gens, que ce soit avec des images qui vont être esthétiquement belles, donc qui vont t'hypnotiser, te charmer, que ce soit avec un style cool, que ce soit avec, parfois aujourd'hui, avec des causes qui viennent chercher les gens. Alors tu vas aller vers des causes, donc tu t'associes à des causes, donc les gens sont comme vous êtes comme moi, tu sais. Donc c'est une forme de charme. Tu vends un mode de vie, c'est la publicité, c'est du charme. Mais ça doit être horrible, ça, justement. Tu sais, comme on parle de compagnie, tu sais, des fois, après ça, tu fais des recherches sur les compagnies Bah, tu le fais pas quand tu fais on s'entend, tu le fais pas. Ça finit pas bien, ces choses-là. Mais tu sais, c'est un métier qui est cool quand même, puis c'est un métier qui est aussi semi-nécessaire, parce que ça permet aussi d'avoir des trucs qui sont peut-être plus esthétiques et plus intelligents que ce qu'ils nous foutraient dans la gueule quand même, parce qu'il faudrait quand même qu'ils les vendent, leurs affaires. On s'entend. Donc... La publicité, c'est pas le démon, là, tu sais. Non, je comprends. Et puis c'est des gens qui sont sympas, c'est des gens qui, justement, sont capables de réussir à s'exprimer quand même et garder une certaine balance d'eux-mêmes, parce que dans des autres jobs, ils arriveraient pas, tu sais. Faut pas non plus cracher sur la pub.
C'est juste que l'omniprésence des gens qui ont besoin de vendre des choses un peu partout Ouais. et l'omniprésence de la pub un peu partout, c'est ça qui est insupportable. Mais une pub bien faite, etc., est quelque chose qui est charmant, à la limite, on a envie parce que du coup, ça crée des tribus. Tu sais, le Nike, ils font bien ça, là. Tu mets des Nike parce que tu te trouves cool, là. Tout d'un coup, tu mets tes Nike, puis ça te donne un espèce de petit pouvoir, mais ils te l'ont fait, là. Ils te l'ont construit. Ça, c'est une forme de publicité. Mais ça t'apporte du bonheur, quelque part. C'est l'impression que tu fais partie de cette tribu de Nike, de gens cool, de ça. Ouais. C'est super imbriqué dans notre manière de vivre socialement aussi. Ouais. Mais c'est quand même récupérer des qualités humaines, sociales qu'on aurait d'une autre manière, exactement, normalement. Pour vendre des affaires, c'est sûr. Ouais. Mais... Non, je comprends. Je vais faire la pub pour tes affaires. Pussy Illuminati. Très cool, ça. Tu peux-tu expliquer un petit peu la démarche de ça? Parce que il y a quelque chose d'humoristique là-dedans, j'imagine. Non, c'est clair. En fait, c'était une blague au début. Okay. J'avais commencé à dessiner ça quand... c'était il y a longtemps, il y a quelques années. Quand, tu sais, tout le monde voyait des triangles et des trucs d'Illuminati partout. Ils avaient l'impression qu'ils avaient découvert que les Illuminati tenaient dessous. Puis finalement, ça expliquait tous les problèmes du monde. Partout, et puis on était tous des victimes de ces gens qui nous tenaient. Enfin, les théories du complot, là. Et un des trucs qu'il disait tout le temps, c'est que Jay-Z, quand il faisait son truc de son diamant ou je sais pas trop quoi, là, que c'est censé être, c'est comme c'est les Illuminati, c'est parce qu'il fait partie des Illuminati, c'est pour ça qu'il est successful. Enfin, Jay-Z, ça, ouais. Et moi, j'étais comme, yo les gars, moi je sais pas où vous voyez votre triangle, mais moi, je sais pas si vous en avez vu beaucoup, mais moi je vois une vulve, quoi. Ouais, vraiment. Et puis ce qui est drôle, en fait, c'est que par la suite, ce que j'ai réalisé, c'est qu'en Espagne, ça, c'est un signe féministe. Ah ouais? Ouais, à cause de la vulve. En Espagne, ouais. Je savais pas. Mais, très cool. Petite parenthèse. Mais donc c'est ça, et j'étais quand même arrêtée. Et donc, c'est pour ça que je l'ai dessiné, le truc de Jay-Z des Illuminati, avec une belle vulve à l'intérieur. Puis j'aurais dit, c'est ça, en fait, vous comprenez pas, mais les Illuminati, le vrai pouvoir qui tient le monde, qui est le pouvoir, en fait, qui a été tout le temps oppressé parce qu'il était tellement extraordinaire et puissant, c'est la sexualité féminine. Et pas parce que Pussy rules the world kind of bullshit. Non. Ça, c'est de la merde en boîte. C'est pas vrai du tout. Mais parce que la sexualité féminine est un pouvoir extraordinaire, que ce soit pour la femme qui s'épanouit, pour la conscience de son corps, pour ce que ça apporte au niveau social. C'est plus de la moitié de la population qui vit pas son pouvoir à fond. Et en plus de ça, tout ce qui est le système du corps, etc. Mais c'est d'une puissance extraordinaire, que ce soit pour le développement personnel ou même pour le développement social. Une femme qui est dans le plein pouvoir de sa sexualité, c'est extraordinaire à voir. Mais on nous a toujours dit que non, c'est shameful. Il faut avoir honte de ça, il faut pas en parler, il faut pas le montrer, il faut pas ça sent mauvais, c'est pas joli. Non mais tu sais, on en entend quand même. Hein. Mais c'est de la merde. C'est parce qu'on essaie de tenir, pour moi, cette espèce de pouvoir extraordinaire qui est absolument partout dans toutes les sociétés et partout à travers l'humanité. Donc c'est pour ça, Pussy Illuminati all the way. Ouais. Mais c'est vrai que tu m'as fait réaliser quand même que c'est vrai qu'on voit pas beaucoup de vulves, en fait. Tu sais, mais des pénis, c'est comme la forme phallique, c'est partout. Les hommes sont obsédés, les hommes envoient des dick pics genre de manière compulsive, les hommes sont fiers. C'est dessiné partout, on dessine des pénis. Dès que t'as un visage, tu vas foutre un pénis à côté. Ouais, tout le temps. Mais tu dessines jamais des vulves, tu vois. Mais du coup, il y a tout ce mouvement depuis quand même quelques années, tu sais, sur les Instagram, des gens qui dessinent toutes sortes de vulves, tout ça. Tu commences à les voir dessiner. Moi, je sais que je les dessine souvent, parce que moi, si tu dessines un pénis, moi, j'ai dessiné une vulve, mec, il n'y a pas de souci. Justement pour démystifier le truc, pour le côté secret, le côté on montre pas, c'est jamais bon. Il y a une raison pour ça, il faut en parler, il faut le mettre il faut en parler, etc. Il faut le montrer. Ça veut pas dire que tout le monde va se présenter. Non, je comprends. Comme les hommes sont pas tout le temps avec la bite à l'air, là, on s'entend. Mais il faut en parler, il faut enlever le côté honteux et caché de ça, parce que je pense que c'est malsain, en fait. Mais même, j'avais fait une exposition il y a 2 ans de ça, Pussy Illuminati, justement, avec des photos. De vue, je m'étais associée avec une photographe locale qui s'appelle Nastia, qui fait des photos d'habitude de bouche beaucoup, très raw, tu vois vraiment les détails, etc. Mais il y a toujours un côté esthétique à ça qui est vraiment intéressant. Donc on a pris, j'ai fait un casting, et on a pris des photos de la vulve de ces femmes. On a fait 16 femmes.
Et c'était quelque chose, là, parce que tu envoies jamais des photos comme ça. Donc, on a fait des photos de face où moi, j'ai peint, j'ai collé, j'ai mis toutes sortes de choses sur leur vulve, etc. On a pris des photos de face. Ouais. Et après, on a pris des photos comme ça. Full, là. Et j'ai écrit des choses dessus, etc. Donc, c'était extraordinaire. C'était une expérience extraordinaire parce que même le fait de le faire, de se faire prendre en photo, c'était tout un truc pour ces femmes. Ben oui. Et pour moi aussi, parce que j'y ai participé. Je ne fais pas faire des choses aux gens que je ne fais pas moi-même. Mais ça vient débloquer toutes sortes de choses, ça vient chercher des émotions et tu dis waouh, s'il y a toutes ces émotions, tous ces blocages-là, c'est bien parce qu'il y a quelque chose il faut aller chercher, là, il faut aller déterrer. Là. Ouais, vraiment. Ouais, donc, c'était super intéressant. Donc oui, on n'en voit pas assez. Mais tu touches vraiment un point intéressant. Heureusement de plus en plus. On a un rapport vraiment étrange avec ça, en fait. Puis moi, j'ai découvert ça comme en faisant une blague à un moment donné. J'ai fait une joke. Je parlais que les gars étaient très fiers de leurs organes génitaux, puis tout ça, mais je sais pas pourquoi, parce que c'est premièrement pas très beau, et deuxièmement, c'est pas... Ça dépend, franchement. En pénis, genre, tous les pénis ne sont pas créés égaux. Désolé, les mecs, après, c'est une question de personnalité, mais il y en a, tu les vois, t'es comme, waouh. Ouais, c'est quand même veineux, puis bizarre. Ça dépend. Puis tu sais, je veux dire, puis dans ma joke, je disais, tu sais, je veux dire, les testicules, ils pendent comme une piñata. C'est mal designé, on s'entend. C'est comme, c'est une esthétique qui est particulière. C'est mais particulier, tout comme mais les vulves, c'est une esthétique particulière et on nous a toujours dit que c'était laid. Ouais, mais moi, j'ai grandi en me disant c'est terriblement moche. J'osais à peine me regarder. Tu sais, tu te dis, en plus, quand t'es jeune, maintenant, je pense qu'on le dit de moins en moins parce que les gens sont de plus en plus éduqués. Mais nous, on nous disait ça sent mauvais, ça sent le poisson. Ouais. Tu sais pas si c'est vrai, t'oses pas regarder. Tu te dis, est-ce que. Enfin, tu vois, et t'es pleine de complexes d'un truc que t'as à peine vu. Puis tu sais pas à quoi ressemblent les autres quand même. Ou le peu que tu vois, c'est dans les pornos, donc merci bien. Ouais, ça représente pas la vraie vie ni la variété de ce que c'est. Et on devrait être plus fiers. Et c'est vrai qu'il y a peu de femmes qui vont te dire moi je suis fière de ma vulve. Ouais. Comme... Mais c'est ça, je disais ça dans ma blague, que dans le fond, dans le fond, inconsciemment, tous les hommes aimeraient avoir un organe reproducteur féminin parce que tout est protégé, tout est à l'intérieur, puis tout ça. Puis dans le fond, quand tu te mets un jackstrap, c'est toi qui te bricoles ça, tu sais. Et la manière que les hommes prenaient ça, j'ai réalisé comme, OK, il y a quelque chose là-dessus. On dirait que culturellement, non, le vagin, la vulve, ça, c'est pas bon. Ça, c'est cool, avoir un pénis, puis ça, c'est puissant, c'est fort. T'sais. C'est ça, c'est bien pour les... C'est ça la vérité, c'est la puissance, c'est ça. C'est la puissance, ouais. Comme, alors qu'on peut en parler de la puissance, non? On peut en parler de la vraie puissance, du power, genre? Yep. Ben d'accord, mais il y a quelques années, ça, comme moi, ça m'avait flabbergassé, puis j'étais pas au courant de ce phénomène-là, puis j'ai un peu réalisé ce que tu dis depuis tantôt, toute la vaginoplastie, c'est ça, comment ça s'appelle? Ouais. C'est ça? J'étais pas au courant de ça, vraiment. Une des femmes qui s'est fait prendre en photo, elle avait eu une vaginoplastie. Mais c'est fascinant, ça, c'est pas ça, c'est de la vraie, genre, OK, là, non, c'est pas bon, là, ce que vous avez là, faut le changer, là, il existe des... Bon, après, il existe des plasties, des chirurgies esthétiques sur le corps entier pour tout le monde. Non, mais c'est pas un commentaire sur ça, mais c'est quand même particulier que ça se soit développé, puis que c'est... Puis ça va être plus, je pense, les femmes que les gars, mais... Ouais. Mais je pense qu'il y a aussi le phénomène que... Après, j'ai peut-être tort, je vais peut-être dire une connerie là, mais il me semble que sexuellement, les hommes, on nous a toujours dit qu'ils sont beaucoup plus stimulés par les images que les femmes, où nous, c'est plus des ambiances, des tensions, tu vois, en général. Donc, not all men, not all women. Okay. Mais donc, je pense qu'il y a aussi toujours cette pression très forte sur les femmes d'avoir l'air de quelque chose, d'un certain esthétisme qui est aussi dicté par... les modes et les gens et les cultures qui sont toujours un petit peu limitées pour plaire à quelqu'un, alors que les filles un peu moins. Donc je pense que jusque là aussi, j'imagine que du coup tu te dis il faut que mes seins aient l'air de ça, il faut que mon cul ait l'air de ça, il faut que ma poêle ait l'air de ça, il faut que mon ventre ait l'air de ça, mais du coup il faut que ma vulve ait l'air de ça aussi si je veux plaire. Donc le complexe va jusque là parce que ça amène des complexes aux femmes, parce qu'on se dit si on ressemble pas à ça on va pas plaire, vu que c'est basé sur, en tout cas on nous fait croire beaucoup que c'est basé sur notre aspect physique là, combien on va plaire aux hommes. Ouais. Donc j'imagine qu'il y a aussi ça. Ouais, non, c'est sûr et certain que ça. Mais bon, les hommes, ils ont des complexes aussi, là. On s'entend, là, au niveau du pénis, je suis pas assez gros, je suis pas assez truc, je suis sûre, non? Oui, non, c'est ça. C'est quelque chose qu'on entend souvent. Puis là, il existe des crèmes, puis des je sais pas, ça, des donc pilules, il existe des quand machins. Même. Ouais, mais tout est basé sur justement la grosse... C'est pas l'aspect
c'est la grosseur, c'est la longueur, parce que ça signifie de la puissance. T'es comme plus c'est gros, plus c'est fort, plus c'est puissant. C'est un peu ça le problème chez les hommes, là. En terminant, j'ai envie de savoir comment il se porte ton féminisme, parce que là, on vient d'échapper belle. Là. Andrew Scheer, il n'a pas été au pouvoir. Mais, puis là, tu sais, au Québec, il y a eu la loi 21, puis là, il y a Trump, évidemment, aux États-Unis. Comment ton féminisme se porte en ce moment? Es-tu optimiste ou tu te dis comme justement, il est nécessaire? Puis, il est optimiste et extrêmement nécessaire. Ouais. Et même sur les choses qu'on pensait évidentes et gagnées, on réalise que pas. Donc, il est d'autant plus important de parler et de pas forcément laisser les autres parler pour soi. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont tendance à penser qu'elles... Il y a plein de femmes qui ont encore peur de dire qu'elles sont féministes. Moi, ça me tue, ça. Mais le féminisme, c'est pour tout le monde. Et il y a différents types et il y a différentes forces. Et il y a des gens qui partent beaucoup plus loin que d'autres. Mais ça veut pas dire que tu n'as pas le droit de parler, tu n'as pas le droit de te dire féministe. C'est important, on a besoin de tout le monde. Mm-hmm. Même les gars. Les gars, il faut qu'on en parle, il faut que vous soyez féministes, il faut que vous vouliez être féministes, parce que si vous pensez à l'égalité, vous considérez que les hommes et les femmes ont droit à des opportunités égales et des considérations égales et d'être payés également, d'être traités également dans la société, vous êtes des féministes. Donc maintenant, il faut juste en parler et essayer de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'on dit et pourquoi, sur quoi c'est basé, pour essayer de déconstruire les choses qu'on a dans notre tête. Mais tout le monde devrait être féministe. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Puis j'aime cette vision inclusive-là, puis je pense qu'elle est nécessaire. Ouais. Il faut pas laisser les extrêmes parler pour tout le monde. Ouais, puis tu sais, les hommes, des fois, je les écoute parler, puis ça serait nécessaire pour toi, en fait. Il faut se sentir concerné. Ouais. Il ne faut pas juste te sentir concerné si tu as une fille, là. Ouais. Ouais, ça, c'est le classique, là. La fille puis la mère, là. Tu sais, malheureusement, c'est normal, on se sent toujours plus concerné dès que ça nous touche directement, mais en réalité, ça devrait pas. Mm-hmm. Comme attends pas d'avoir une fille pour essayer de t'intéresser. Ouais. Simplement, tu sais, genre, c'est important, là. Toi, Ouais, c'est quelque chose qui t'a surpris, là, le retour de ça, là, on a parlé de l'avortement, puis de tu sais, justement, là, on parlait tantôt de la loi 21, là, comme sur le port du voile. Vraiment. L'avortement, ça, c'est un truc qui est, je trouve, particulièrement choquant. Mais il y a un retour, là. On entend ça. C'est fou, mais il y a un manque d'éducation et il y a un manque de dialogue et un manque de... Souvent, et c'est ça, c'est basé dans l'ignorance, dans le sens où les gens, ils considèrent que les femmes utilisent l'avortement comme moyen de contraception, que les femmes, elles font n'importe quoi, qu'elles sont lousses sexuellement, puis et qu'elles ont aucune considération. C'est pas vrai du tout. Il faut que les gens qui ont des avortements, des femmes qui ont eu des avortements, parle et explique, parce qu'une fois que tu commences à comprendre la réalité de ce que c'est et pourquoi, et ce que ça fait un corps d'une femme, ce que ça fait psychologiquement à une femme d'avortement, tu vas peut-être moins te dire ok, elles prennent ça comme des bonbons là, l'avortement, c'est pas tu prends un bonbon and you're good là. Mais je veux dire, et même si existe une femme là, il en existe, c'est sûr, il existe toujours des gens qui vont être moins conscients. Mais c'est pas la réalité des chiffres, c'est pas la réalité de ce que c'est un avortement. Mais vraiment pas. Et c'est pour ça qu'il faut en parler, parce que de nouveau, autour de ça, il y a quand même beaucoup de honte. Dès qu'il y a de la honte, pas dès que, parce qu'il y a de la honte qui est nécessaire socialement, mais autour de beaucoup de choses, on met de la honte où c'est pas nécessaire, et justement, ça garde le fait caché. Une manière de contrôler. Exactement, alors que non, il faut en parler. Il faut expliquer ce que c'est, il faut expliquer comme c'est compliqué, ce que ça fait. Moi, j'ai des copines qui ont eu des avortements, et je peux te dire que c'est un traumatisme réel. Oui, complètement. Réel, tu fais pas ça comme ça, là. Ouais. Fait que... Ben, tant mieux, c'est un féminisme optimiste. Je suis content de l'entendre, mais c'est la bonne attitude à avoir en même temps, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut baisser les bras non plus, là, j'imagine. Là, je veux dire, il va falloir continuer à avancer. Je veux dire, on a aussi la chance de vivre dans une société où on est quand même bien mieux que la majeure partie du monde, là, on va se le dire quand même. Ouais, il y a des combats qui ont été gagnés quand même. Puis, on va les garder. Il faut avoir conscience de ce qui se passe dans le reste du monde pour se dire, on n'est pas juste cool, là, parce que le fait que nous, on va bien, ça ne veut pas dire que ça va bien pour tout le monde, ou même au sein de notre société, il y a des femmes qui l'ont beaucoup plus dur que d'autres, on s'entend, c'est une réalité. Et il faut écouter, il faut continuer à se battre pour les femmes qui ont peut-être pas eu autant de chance que nous, et ça c'est important, parce que le féminisme, il englobe toutes les femmes, mais tant qu'il n'englobe pas toutes les femmes, c'est que le féminisme, il n'est pas complet. Le féminisme ne peut pas juste être pour une partie de la population, ça va. Il faut qu'il soit pour les différentes strates de la population dans une société et pour les autres sociétés.
Et si tu as du mal à intégrer certaines femmes dans ce féminisme-là, il faut ouvrir ton féminisme à ça. Il faut constamment qu'on se pose ces questions-là. Ouais, je suis d'accord. Mais il y a quelque chose de décourageant quand même de revenir sur des combats qui ont été gagnés. Là, je veux dire, ça, on l'avait gagné, on était sur un autre combat, là, on était en train de travailler sur quelque chose d'autre. C'est pour ça qu'il faut ouvrir sa gueule. Ouais. Ben, tu le fais très bien. Merci. Ben, merci. Merci d'avoir été là, super généreuse. Ça fait plaisir. Merci, tout simplement. Merci à toi. Bye bye. Bye.